Et voilà pour ce documentaire d'Yves Azeroual. Alors la question, si Yitzhak Rabin n'avait pas été assassiné ce soir du 14 novembre 1995, la paix serait-elle aujourd'hui une réalité au Proche-Orient? À l'heure où on évoque aujourd'hui la possibilité d'une troisième intifada, comment espérer et construire un processus de paix pérenne entre Israéliens et Palestiniens? Vaste question que je vais poser à mes invités. Laïla Sera, bonjour. Bonjour. Vous êtes docteur en sciences politiques et chercheur associé au CERI, le Centre de recherche international. Vous êtes spécialiste du Hamas et vous avez signé au CNRS Éditions Le Hamas et le monde. Merci d'être avec nous. Frédéric Ancel. Bonjour. Bonjour. Vous êtes essayiste et géopolitologue. Vous êtes maître de conférence à Sciences Po Paris. Vous avez signé plusieurs ouvrages, dont Géopolitique de Jérusalem chez Flammarion, nouvelle édition augmentée en 2008, l'Atlas géopolitique d'Israël chez Autrement, et surtout dernièrement auteur de Petites leçons de diplomatie, toujours aux éditions Autrement. Bienvenue à vous. Merci. Enfin, Sylvain Sipel, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste à Orient 21, revue en ligne que je conseille à nos téléspectateurs, vraiment. Vous connaissez parfaitement la région pour y avoir vécu plusieurs années. Vous avez été rédacteur en chef des pages internationales du journal Le Monde et vous avez effectivement couvert pas mal pour le journal Le Monde l'actualité en Israël et en Palestine. Vous êtes l'auteur de Les Emmurés, la société israélienne dans l'impasse chez La Découverte en 2006 et vous venez de signer un nouveau rêve américain, La fin de l'Amérique blanche chez Autrement. Merci d'être avec nous. Enfin, bien entendu, vous pouvez réagir sur le hashtag DocuDébat. Tout d'abord, je voudrais connaître un petit peu votre lecture de ce documentaire-là. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce Yitzhak Rabin un peu intime? Alors moi j'ai beaucoup aimé ce film, d'abord parce que je crois qu'il montre très bien les différentes facettes de la personnalité de Rabin. Qui est donc un personnage complexe et je crois que ce qui est très important dans ce film, c'est qu'il ne tombe pas dans l'écueil du panégyrique qui consisterait à faire de Rabin l'unique homme de la paix avec les Palestiniens. Non, il montre le Rabin l'homme de guerre, le libérateur de Jérusalem, et c'est d'ailleurs, pour revenir un peu à l'actualité, en tant que libérateur de Jérusalem et non pas en tant que signataire des accords d'Oslo, qu'il a été salué c'est au cours de ces derniers jours par le président de l'État d'Israël. L'autre aspect qui m'a semblé très intéressant dans ce film, c'est la description des clivages internes au sein du Parti travailliste sur la question de l'État palestinien et du mouvement de colonisation en Cisjordanie. Je crois que c'est très important. Shimon Peres, voilà. Et d'abord, le film revient sur le fait que ce vaste mouvement d'implantation de colonies en Cisjordanie est d'abord le fait du Parti travailliste. Je crois que c'est quand même très important de le rappeler parce qu'on l'oublie souvent. Et il montre effectivement ensuite que les divergences entre Rabin et Peres sur cette question ne sont pas uniquement des divergences ou un conflit d'ordre idéologique, mais sont aussi, et c'est là où ça devient très intéressant, un conflit d'ordre, je dirais, personnel entre deux leaders qui luttent pour le pouvoir. Ouais. Frédéric Ancel, qu'est-ce que vous en avez pensé? Ce qui est assez étonnant, c'est de se rendre compte à quel point l'histoire personnelle de Yitzhak Rabin recouvre, croise l'histoire de la nation et de la création d'Israël. Ah oui, en pratiquement tout point. Ouais. Depuis sa naissance, son développement comme jeune homme, effectivement, sa participation à la Haganah, aux différents gouvernements d'Israël. Vous avez tout à fait raison. D'ailleurs, j'ajoute que Rabin, et on le voit très bien dans le film, incarne, même sur le plan sociétal, social, identitaire, la grande majorité des Israéliens de l'époque. Effectivement, j'ai aussi apprécié l'absence d'angélisme, parce que c'était un homme de guerre. C'est pas lui qui a voulu les accords d'Oslo. C'est Peres qui a voulu les accords d'Oslo. Alors après, on va en parler peut-être des accords d'Oslo. Oui, mais et ce qui est intéressant, c'est que au moment où de la signature des accords, Rabin dit un petit quelque chose en aparté à Peres lorsque Peres serre la main d'Arafat. Il lui dit, c'est toi qui l'as voulu. Donc ça, si vous voulez, c'est quand même quelque chose de très intéressant. Par ailleurs, je pense qu'on va aussi y revenir. Rabin a tenté à certains égards de freiner parfois le processus lorsqu'il lui apparaissait qu'il n'avait plus totalement sous contrôle et que Arafat disait parfois en anglais ce qu'il ne voulait pas dire en hébreu ou en arabe, et que au fond c'est quelqu'un qui a toujours été extrêmement distant, pas vis-à-vis de la paix. Rabin, on l'a bien rappelé dans le documentaire, dans les années 60 et 70, au fond était certainement plus favorable à des négociations que l'était Peres, qui lui, ministre de la Défense dans les années 70, va assumer la création des premières implantations, et notamment des implantations idéologiques au nord de la Cisjordanie, et pas du tout Rabin. Et après, il y a une espèce de croisement, en quelque sorte, et jusqu'à la fin, en 95, qui est assassiné le 4 novembre 95, eh bien, Rabin sera
à la fois cet homme de guerre, cet homme politique, apprécié par une majorité d'Israéliens, ça je crois que les choses sont assez claires. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, à peu près tout le monde, je vais peut-être être un peu optimiste, hein, en tout cas, la majorité d'Israéliens assume cet héritage de Rabin. Bien sûr, il y a des débats autour d'Oslo, dont d'ailleurs plus personne ne parle, parce que Oslo est mort. On y reviendra effectivement sur Oslo. Voilà, et ça, c'est quelque chose qui me paraît intéressant. Ça a été très bien montré. Et j'ajouterais, peut-être pour lancer le débat de tout à l'heure, que, à mon avis, ce n'est pas l'assassinat de Rabin qui a mis fin aux accords d'Oslo. Ça, je pense qu'on en débattra. Oui, effectivement, ça va être une de mes premières questions. Sylvain Sipel, rapidement sur... Très rapidement, je vais m'inscrire un peu en faux. C'est-à-dire que j'ai trouvé que c'était un film essentiel. C'est bien fait, hein, mais c'est assez agéographique. C'est-à-dire qu'il c'est l'homme sans défaut. On peinerait à trouver un défaut. Enfin, d'être modeste, en soi, n'est pas forcément un défaut, même quand on fait de la politique. Et surtout, il y manquait un certain nombre de choses, je pense, sur son rôle en 48, sur des choses comme ça. Et d'autant, par exemple, moi, ce que je pense aussi, mais ça, c'est une spéculation, c'est que beaucoup de gens en Israël pensent que les 6 derniers mois de Rabin ont été déterminants. C'est-à-dire qu'il s'est passé quelque chose chez Rabin durant les 6 derniers mois. Après, c'est comme pour Jaurès, hein, on ne saura jamais. Mais parce que son assassinat a mis fin. Mais en même temps, il y a une histoire très célèbre. Vous savez, il publie ses mémoires, ses premières mémoires, c'est de la langue de bois absolue. Et puis il les republie, je ne sais plus combien, un an avant d'être... il est Premier ministre, et c'est un an avant d'être assassiné. Et il raconte l'Ode Ramleh. C'est-à-dire, il raconte que on va expulser la population de l'Ode Ramleh. Il est sous les ordres d'un général qui s'appelle Alon. Et à ce moment-là, Alon dit c'est compliqué parce que c'est pas un village de 400 personnes, c'est 80 000 personnes. Donc qu'est-ce qu'on fait? Ils vont chez Ben Gurion. Et Ben Gurion leur dit, ils disent on veut un ordre écrit. Et Ben Gurion répond vous n'aurez pas d'ordre écrit, je vous dis faites-le. D'accord. Bon, et le publier, ça va être... Il y a une histoire extraordinaire parce que quand il y aura, dans la traduction américaine, ça ne paraîtra pas. Les pages auront été enlevées. Mais cela étant, le fait qu'il l'ait raconté à ce moment-là, je pense que peut-être, effectivement, il se passait quelque chose chez lui. Bon, bah écoutez, justement... Il disait l'indicible. Il disait ce qui jusque-là ne pouvait pas être dit. Donc, moi, je vous propose, en fait, de démarrer tout de suite sur la question, est-ce que c'est l'assassinat de Yitzhak Rabin en novembre 1994 qui a conduit à la mort du processus d'Oslo? Frédéric Ancel. La réponse est non. La réponse est non. Le processus d'Oslo avait en quelque sorte un ver en son sein. Le ver était dans le fruit dès sa signature. Vous ne trouvez pas une seule fois sur l'ensemble des accords d'Oslo le mot État. Pour, je veux dire, État palestinien, d'une part. D'autre part, et à l'inverse, Arafat, en réalité, me semble-t-il, n'a absolument jamais été autre chose que quelqu'un de duplice. Alors, il a eu le droit de l'être, après tout, dans les négociations. On fait des sciences politiques, on est dans le politique. Après tout, on essaie d'obtenir le plus possible. Hein. Mais je pense qu'il y a eu un malentendu, pour être gentil, fondamental dès le départ. Les Israéliens ne pensaient pas devoir accorder un État, mais seulement une autonomie, et notamment grâce à un accroissement des richesses en faveur des Palestiniens et des Israéliens aussi d'ailleurs. Enfin, vous voyez, c'était le côté économique et autonomique qui était plus intéressant pour eux, tandis que Arafat était absolument certain qu'il allait émolier en quelque sorte la société israélienne, que les jeunes allaient cesser de faire l'armée. Je vous rappelle qu'à l'époque, on parlait beaucoup du post-sionisme, cette espèce de soi-disant ras-le-bol dont on ne voit plus rien aujourd'hui d'ailleurs, entre guillemets, de la jeunesse pour vis-à-vis des choses militaires et stratégiques, et que donc des deux côtés, il y a eu un vrai malentendu. Et au fond, une fois qu'on a terminé avec les 2 ans d'Oslo 1, la première phase, qui pourtant était la plus facile en principe. Oui, c'était la reconnaissance de l'autorité palestinienne, c'était le retour de 300 000 familles, enfin, il y a eu quelques avancées, mais c'était juste le début, en fait, avant un Oslo 2 qui devait permettre, pourquoi pas, la reconnaissance d'un État. Non seulement la reconnaissance d'un État, mais là, pour le coup, si vous évoquez les réfugiés, c'était dans Oslo 2. Jérusalem, c'était Oslo 2. Donc on avait laissé toutes les questions les plus difficiles à Oslo 2. Or, Oslo 2 devait commencer l'été 95. Et quand on commence à négocier en juin, juillet 95, eh bien, on constate qu'on ne s'entend plus sur rien du tout. Et les 3 mois, les 4 mois qui vont séparer le début de la seconde grande négociation de l'assassinat de Rabin, sur le terrain, mais il se passe pratiquement rien du tout. C'est la raison pour laquelle je pense que les blocages étaient plus fondamentaux que ce qu'on a bien voulu dire. Sylvain Sipel, est-ce que, pour le coup, on voit aussi que la droite arrive au pouvoir, et en l'occurrence Benyamin Netanyahou quelques mois après, est-ce que de toute façon, ce processus aurait été condamné de facto à l'arrivée de Benyamin Netanyahou, dont on sait dès le début qu'il était opposé à ce processus? Il n'y a pas de réponse univoque à votre question, c'est-à-dire on ne peut pas savoir. Mais de toute façon, il est assassiné. Donc, comme on a dit, on ne peut pas savoir ce qu'il aurait fait.
Mais ce qu'on peut dire, et je suis d'accord moi sur l'idée que ce n'est pas son assassinat qui a mis un terme au processus d'Oslo, parce qu'un homme ne fait pas la paix tout seul, de toute façon. Il aurait fallu qu'il y ait des conditions qui lui permettent d'avancer. Or, je pense que du côté israélien, il y avait... Frédéric rappelle à l'instant que dans l'esprit des Israéliens, les Palestiniens n'auraient pas d'État. Si vous voulez, je pense que certains avaient très bien compris qu'il n'y aurait pas de solution s'il n'y a pas d'État. Oui. Donc, en vérité, tout ça... Mais effectivement... ça n'était pas si clair. Et si l'on voulait qu'il n'y ait pas d'État, on pouvait se raccrocher à cette idée-là. Parce qu'il y avait des ambiguïtés dans Oslo. Donc effectivement, à partir de là, je pense que la négociation a été menée de manière catastrophique. C'est-à-dire au lendemain d'Oslo, dès qu'il y a eu la conférence du Caire, la réunion du Caire, tout de suite, 3 mois plus tard, et avant le retour d'Arafat en Palestine, déjà, les Israéliens ne pensaient plus qu'à une seule chose, c'était sécurité. On ne parle plus de politique. On ne pense que aux décisions sécuritaires. Et c'est Rabin qui est au pouvoir. Donc, à partir de là, on peut considérer que c'est pas Rabin qui... Par ailleurs, je pense que Rabin n'aurait pas fait ce qu'a fait Barak à Camp David. Oui, Barak, donc Ehud Barak, leader travailliste, qui a été ministre quelques années après. Barak a réellement cru qu'il pouvait twister. Il pouvait faire ce qu'il voulait d'Arafat et démontrer sa face réelle, etc., comme il l'a dit plus tard. Je pense que Rabin n'aurait pas fait ça du tout. Alors, Leïla Serra, côté palestinien, comment est-ce qu'on le percevait? Parce qu'on voyait déjà que le Hamas commençait à remettre en place des attentats suicides. C'était la grande période, effectivement, pendant la procédure d'Oslo. Donc le Fatah, dans l'autre sens, est fragilisé. Arafat, parfois, a été un peu... Comment est-ce qu'on l'a perçu, ce processus côté palestinien? Je crois, comme vous dites, le film pêche un peu par son manque de contextualisation. C'est-à-dire qu'il y a quand même un double mouvement qui précède l'assassinat de Rabin, qui est d'un côté en Israël la montée en puissance d'une nouvelle force politique, qui est donc issue de la droite nationaliste religieuse. Et le film ne parle pas assez, je pense, de cette montée en puissance de cette nouvelle force politique. Et il fait complètement l'impasse aussi sur un événement qui me semble très important, c'est le massacre des Palestiniens, 69 Palestiniens, il me semble, ou 29, pardon, enfin le chiffre n'est pas, peu importe, à Hébron, dans la mosquée d'Ibrahim à Hébron, donc en février 1994. Et je crois quand même que cet événement est non seulement symptomatique de cette nouvelle force politique, mais aussi un tournant dans l'échec du processus d'Oslo. Et de l'autre côté, il fait aussi l'impasse sur simultanément un mouvement en Palestine qui est donc celui de la contestation du processus d'Oslo et de la vague d'attentats, comme vous venez de rappeler, par le Hamas et le djihad islamique, qui cherchaient non seulement à faire achoper le processus d'Oslo, mais aussi à concurrencer le leadership d'Arafat. Donc il y a aussi une dimension interne palestinienne qui explique ces attentats terroristes. Je veux juste raconter, parce qu'on rappelle l'assassinat de ces 29 Palestiniens par Baruch Goldstein. Donc à Hébron, au dans le film ne fait aucune référence. C'est un événement très important. Il y a eu entre les adjoints, les conseillers de Rabin, il y a eu un débat fondamental. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Plusieurs conseillers lui ont dit, tu as une occasion en or. Tu prends ces fous furieux qui sont à Hébron, tu les expulses de là. Et dans des conditions pareilles, personne ne pourra rien dire. Il a hésité, il a choisi de ne pas le faire parce qu'il a voulu garder Hébron comme moyen de négociation plus tard. Bon, à mon avis, là, ça montre combien ça aurait été, même pour lui, très difficile de négocier. Rapidement, Frédéric Ancel, on va passer ensuite. À l'époque, le gouvernement est majoritaire par défaut, parce qu'en réalité, il n'y a que 56 députés sur 120 qui soutiennent le gouvernement, et encore grâce à l'abstention d'une partie des députés ultra-orthodoxes et des députés arabes. Et à l'époque, le parti Meretz, qui est le parti de la gauche, qui est coalisé aux travaillistes, demande effectivement, ce que Sylvien vient de rappeler, à démanteler, au moins pour le symbole, plusieurs implantations. Et Peres, et c'est pas Rabin, c'est Peres qui à l'époque répond publiquement à la Knesset, à la tribune de la Knesset, nous n'avons pas la majorité dans le pays pour le faire. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire que institutionnellement, c'est comme si Rabin et Peres, en tout cas en l'occurrence Peres, mais Rabin a laissé faire, c'est-à-dire il n'y a pas eu de démantèlement, considéraient qu'ils étaient malgré tout trop fragiles pour aller trop loin. C'est pour ça que je dis que le processus d'Oslo était tout à fait bien pensé, en tout cas partait d'une très très bonne volonté, mais que dans les faits, pendant 2 ans, 3 ans, ça a été infiniment plus compliqué, ça a été, et à certains égards, beaucoup plus hypocrite. Et dernier point, tout à l'heure, je crois que c'est vous, Leïla, qui avez rappelé les attentats du Hamas et du djihad islamique en février-mars. Rabin est assassiné. Peres prend le pouvoir automatiquement, pas par intérim. Et il attend
Il est tellement sûr de lui qu'il attend. Il aurait pu provoquer des élections tout de suite. Et le choc lui aurait donné au Parti travailliste une majorité relative sans doute très large. Il préfère attendre et il organise les élections qu'au mois de mai suivant. Oui. Bien. Et dans l'interstice, février, mars, avril, ça a été à Tel Aviv et à Jérusalem et dans d'autres agglomérations d'Israël les pires attentats qu'Israël n'ait jamais connus. Résultat, l'opinion bascule. On n'oublie pas totalement, mais enfin on efface dans une certaine mesure le personnage de Rabin dont les linéaments s'effacent au profit, entre guillemets, de ce qu'on voit tous les soirs aux 20h au Mabat, donc c'était le journal télévisé, le 20h si vous voulez, c'est-à-dire des bus qui ont explosé. Et le résultat, c'est que Pérez, qui lui n'était pas une épée, qui lui n'avait pas l'aura du combattant, parce que malgré tout, en dépit de ce qui s'est passé en 1948, les Israéliens considéraient encore Rabin comme quelqu'un de confiance parce que c'était une épée. Alors, Pérez, c'était pas une épée. Alors, je voudrais qu'on arrive justement à aujourd'hui. On voit bien que depuis quelques semaines, la situation est encore problématique, au point qu'on parle de possible troisième intifada. Les États-Unis ont toujours été au centre, et le documentaire le rappelle, des négociations. Barack Obama, prix Nobel de la paix, a complètement abandonné le dossier. Peut-être, vous allez m'en dire plus dans quelques instants. Moi, je voudrais savoir comment aujourd'hui on peut relancer un processus de paix qui soit pérenne, ou est-ce que vraiment le monde entier a abandonné la question du conflit au Proche-Orient? Leïla Serra, peut-être. Le monde entier, je crois que l'Europe, d'abord, peut difficilement prendre une position unifiée. On l'a vu en 2012 sur la question de la reconnaissance de l'État palestinien. Les États-Unis ont toujours été assez partiales, en fait, dans les négociations depuis Oslo. Donc, la stratégie des Palestiniens, c'est de continuer d'essayer d'avancer dans cette stratégie de reconnaissance internationale. Mais effectivement, je crois que cette stratégie, elle est assez délicate, étant donné qu'ils l'avaient fait notamment pour pouvoir être membre du CPI de la Cour pénale internationale à La Haye. Et on sait que la capacité de ce tribunal à examiner les plaintes des Palestiniens est très compliquée, parce que la Palestine n'étant pas un État, et par exemple, les Palestiniens cherchent expressément à ce que soient reconnus comme crimes de guerre les crimes, par exemple, de l'été dernier sur la bande de Gaza, de l'été 2014. Or, l'autorité palestinienne n'a aucune juridiction sur ce territoire. Donc déjà, en ce qui concerne la fragmentation du territoire palestinien, les Palestiniens auront beaucoup de mal à faire avancer leurs demandes auprès de la Cour pénale internationale. Donc je crois que cette stratégie quand même trouve ses limites. Donc là, c'est quoi, en fait, un prêt dans notre... Frédéric Ancel? Non, on est, je crois, chez les grands de ce monde, avec le conflit israélo-palestinien. Je ne vais pas vous choquer, j'ai employé un mot un peu fort, ou plutôt très faible. C'est un simple contentieux. C'est un simple contentieux. Attendez, des couteaux, des fusils en face. Regardez ce qui se passe aujourd'hui en Syrie. On est à 300 000 morts en 4 ans, avec une nouvelle guerre froide. Là, on se rend bien compte. En termes de... Non, bien sûr, je comprends. Mais aujourd'hui, la régionalisation du conflit, c'est quand même aussi un risque. Quand on voit l'Irak, quand on voit la Syrie, quand on voit... Alors, si je peux me permettre... je n'y crois pas. Et en tout cas, les grandes secondes, ça, je suis convaincu qu'ils n'y croient pas. Ils ne pensent pas que le conflit israélo-palestinien, car c'est un vrai conflit, évidemment, depuis les années 40, et encore, peut-être on peut remonter encore avant, soit de nature à plonger l'ensemble de la région dans le chaos. Et ils en sont tellement convaincus, les grands de ce monde, les grands dirigeants des grandes puissances, que le printemps arabe n'a eu absolument aucun type de rapport avec le conflit israélo-palestinien. Que la guerre Iran-Irak, alors pour le coup très meurtrière et très coûteuse dans les années 80, n'a eu aucun rapport. Qu'il y ait une instrumentalisation par un certain nombre de chefs politiques dans le monde arabo-musulman de ce conflit. On va dire encore, allez, c'est de bonne guerre. Oui, mais le fait est que cette instrumentalisation ne vaut pas réalité. C'est-à-dire qu'en réalité, ce n'est pas ce conflit qui, aujourd'hui, attise, en tout cas pas autant qu'on l'a dit pendant des années ou des décennies, l'intégralité des feux de la région. On voit bien que ça se passe aujourd'hui autour. Et moi, je le regrette personnellement, mais je crois que M. Obama, qui a tenté quand même de faire des efforts, il a tenté d'exercer des pressions, notamment sur Netanyahou en 2009, il se retire relativement de la région. Les Russes, ça ne les intéresse absolument pas, les Chinois pas davantage. Et l'Europe, comme l'a dit Léla, est tellement désunie entre les pour, les abstentions et les contre sur chaque vote lié au Proche-Orient. Qui voulez-vous mettre comme arbitre plus ou moins juste et crédible entre les Israéliens et les Palestiniens? Alors, moi, la question que je me pose, c'est aussi, est-ce qu'il existe un leadership aujourd'hui dans cette zone-là qui veuille relancer quelque chose? Je vais peut-être vous choquer. Je vous en prie. Mais je crois qu'il faut cesser de parler du processus de paix. D'accord. Il est mort. Définitivement. Non, je crois qu'il n'est plus à l'ordre du jour. D'accord. Il n'est plus à l'ordre du jour. Je pense que, pour deux raisons, si vous voulez. Une raison, c'est que de part et d'autre, il n'y a pas beaucoup d'intérêt pour la paix. Du côté israélien, il y a des majorités assez simples contre. Ils ne veulent pas de négociation. D'ailleurs, ils ne négocient plus quasiment depuis Camp David. Ça fait 15 ans qu'il n'y a plus de négociation. Moi, j'étais à Annapolis. Il y a eu une conférence organisée par Bush. Tout ça s'est effondré. Et depuis, il n'y a à peu près rien sur le plan de négociation. Et puis, il y a une deuxième raison, à mon avis, qui est plus importante. C'est que la logique du processus de paix est caduque. Oui.
C'est-à-dire que le processus de paix, en gros, c'était la paix contre la terre. D'accord? Si il y a la paix, alors les Palestiniens auront une terre. En gros, en tout cas, c'est ce qu'eux avaient compris. Ça, c'est terminé. Parce que le différentiel de capacité, de force entre les deux parties est tel, mais ce n'est pas seulement militaire. C'est militaire, c'est politique, c'est économique, c'est technologique, c'est tout ce que vous voulez. Le différentiel est tel qu'il n'y a aucune raison que les Israéliens lâchent, et il n'y a aucun moyen pour les Palestiniens d'obtenir ça d'eux. Donc aujourd'hui, la logique, elle est inverse. Et c'est les Israéliens qui doivent décider. Les Palestiniens ne peuvent rien leur imposer. Les Palestiniens doivent décider. Aujourd'hui, ça n'est plus la paix, la terre contre la paix, c'est la paix contre la terre. Soit ils pensent qu'il faut impérativement se retirer des territoires occupés, sinon eux en seront les perdants à terme. Et ce sera une calamité pour eux-mêmes, et ils le feront tout seuls, comme des grands. Ce sera très compliqué pour eux, mais ils devront le faire. Soit ils n'arrivent pas à cette conclusion, et je suis très pessimiste sur l'avenir de l'État d'Israël. Bon, bah écoutez, malheureusement, ce sera le mot de la fin. Je suis vraiment désolée, on pourrait y passer des heures. Merci à vous d'avoir participé à ce débat. Nous, on continue avec notre deuxième documentaire de la soirée, de la journée, direction Corleone en Sicile, plongée dans la Cosa Nostra.